Sans contrôle, le podcast 100% FC Nantes. Loco Pedros, Loco, c'est fabuleux! Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table. Hey Jérôme. David Filippo, Ouest France. Jérôme Jolivet, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Un podcast présenté par... Ne me regarde pas comme si... Tu changes tout le temps, toi. C'était facile. C'est le privilège de j'adore. Moi, j'aimerais bien changer. Vous m'imposez toujours. Pas si docile. Simon Rengoat, It West. Salut les amis, salut David Filippo. Salut. Tu pourras changer David, si tu veux. Mais les gens Mais sont est-ce que les gens attachés veulent à la danse de la brioche. On aime ta brioche, David. Ouais, puis en Vendée, on aime bien conserver les choses. On est assez Très conservateur. conservateur. Le changement, ça explique. c'est rare. On verra l'année prochaine. alors. As-tu un plombier à conseiller à la défense du FC Nantes qui prend parfois l'eau, David? Parce que je sais que t'as de bons Un peu en tuyaux à la galère maison en ce moment. Ça va avec ton plombier? Ouais, j'ai un peu froid. Salut Jérôme Jolivet. Salut à tous. Pas de fuite à Presse Océan. En revanche, il faut dire que vous savez préserver vos bonnes sources. Qui, par exemple, vous parle au FC Nantes? Non, je rigole, évidemment, c'est un secret. On va pas, ça se fait pas de demander ça. Salut Jean-Marcel Boudard. Bonjour Simon. Oula, j'ai eu peur. C'est dit, ça commence Non, mais bien. le mec laisse un temps. Ouais. Il est comme ça. J'aime bien les silences, surtout en radio. L'ami de Kelvin Amiens. Nos échanges de la semaine dernière ont creusé un fossé entre nous, Jean-Marcel, avec des auditeurs qui ont pris position, les pro-Amiens et les anti-Amiens. Donc, Alors, c'était quoi? J'ai pas écouté. Qui était pro? Jean-Marcel. Ah, Jean-Marcel, d'accord. Jean-Marcel adore Kelvin Amiens. J'ai plus de doutes parfois sur la performance sportive, donc ça nous a suscité un petit débat. J'aime Puis- bien son sens de la caricature et de la mesure. Allez, salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute. UB40. Non. Bob Marley. Oui. Le titre. Allez, Jean-Marcel. Allez, Jean-Marcel. Allez. Tu roules, Jean-Marcel? Ouais. Ça y est, il vient de le dire. Bah, bien sûr. Cool You Beloved. Les joueurs qui ont débarqué à la Genelière il y a 4 mois peinent à se faire adopter, à être loved. On en parle dans ce 11e épisode, saison 7 de Sans Contrôle. La blessure de Louis Leroux. D'abord, c'est la plus récente des actus. Met-elle en avant une surexploitation des jeunes depuis le début de saison? Il faudra répondre à cette question. On va regarder les temps de jeu de nos jeunes. On profite de cette trêve aussi pour faire un petit top flop des recrues nantaises au tiers du championnat. Qui tire son épingle du jeu parmi ceux qui ont débarqué cet été à la Jeune? Qui déçoit? Et puis que faire donc lors du prochain mercato estival? Jeu de possession, ambition offensive et place aux jeunes. Où en est-on du Castro Ball? Quelle est la responsabilité du coach dans cette place de barragiste des Canaries? Et a-t-il fait des erreurs dans sa gestion de l'effectif depuis le début de saison? On parlera du manque de moyens. Est-ce que c'est une excuse valable ou pas selon vous? Enfin, dimanche, c'est derby breton face à Lorient. Après 2 rendez-vous plus ou moins manqués contre des concurrents directs, Metz et Le Havre, il ne faudra pas se rater face au Merlu, pire équipe du championnat à l'extérieur. On en parlera, d'autant qu'à Lorient, ça bouge en coulisses en termes d'actionnariat avec un expert, un confrère de Ouest France qui suit le FC Lorient. Allez messieurs, on voit poindre la magie de Noël à l'horizon et l'espoir d'un monde meilleur. Je vous laisse le soin ici même d'écrire au micro votre lettre au père Kita. Eh oh, faites pas la gueule. Vous êtes contents quand même, non? Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Les jeunes et les recrues passés au crible. Alain Souchon. Et je suis bidon. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Pour une fois qu'il est lucide. Merci pour le Souchon. C'est Hélène. Ouais, c'est cadeau, bien sûr. C'est Hélène ou pas? Bien sûr, c'est Hélène Hamon, évidemment, Bravo, Hélène, notre bravo. directrice musicale Bon qui goût. te salue à l'occasion. Certaines recrues sont-elles jugées un peu bidons? On en parle dans un instant, mais avant cela, les jeunes et leur utilisation sont-ils surexploités depuis le début de la saison? Avant de regarder les temps de jeu, l'info la plus récente, David, c'est vous qui l'avez sorti à Ouest France, Louis Leroux, blessé jusqu'à la trêve. A priori, oui. Donc, il s'est blessé mercredi dernier. Il était avec les Espoirs lors d'une séance mercredi matin. D'ailleurs, ça a été annoncé par la Fédé. Dans la foulée, je crois que c'est dans la journée de mercredi, on a su que Louis Leroux s'était blessé. Et donc, il était forfait pour les 2 matchs des Espoirs. Un qui avait lieu vendredi et un hier soir. Et en fait, hier matin, j'ai appris que la blessure était plus grave que ce qu'on pouvait imaginer. C'est-à-dire qu'il s'est fait une déchirure. À la cuisse. À la cuisse. Donc ça a bien pété et on m'a clairement dit en interne qu'on était proche d'un forfait jusqu'à Noël.
Voilà. Ça, c'est une mauvaise Donc ça nouvelle fait pour les 4 matchs. 4 matchs de Ligue 1 et un match de Coupe de France. Le 32e de finale de Coupe de France juste avant Noël. Si on s'arrête sur cette blessure, messieurs, Jérôme, c'est le signe d'un jeune qui peut-être encaisse le choc de ces saisons de Ligue 1 et de l'intensité que ça exige? Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est des jeunes qui n'avaient pas l'habitude d'enchaîner des matchs à cette haute intensité et qui sont contraints de le faire depuis le début de la saison parce que notamment les recrues ou les autres joueurs à leur poste ne donnent pas entière satisfaction. On peut penser notamment à Louis Leroux qui n'était pas appelé à dépanner au début forcément côté gauche sur le poste de Nicolas Cozza et on voit que ça pour certains, parce que c'est pas le seul, Guirassy a eu aussi des alertes musculaires, on voit que ceux qui jouent beaucoup ça tire et ça finit par péter. On va rester sur Leroux encore quelques instants. Comment faire à gauche sans Louis Leroux? Il a été, Jean-Marcel, principalement exploité, utilisé sur le côté gauche de cette défense nantaise. Est-ce que Cozza va naturellement retrouver du temps de jeu? Est-ce qu'on peut imaginer une autre organisation ou un autre joueur qui viendrait doubler Nicolas Cozza? Si tu veux perdre Cozza, tu le relances pas dans ces cas. Est-ce que tu l'as pas déjà perdu un peu, Cozza? C'était le débat qu'on a eu l'autre jour un petit peu, mais là c'est l'occasion quand même de le relancer. On me dit dans l'entourage de Nicolas Cozza que on regarde sur le mercato pour un éventuel départ. Enfin, c'est pas certain. Oui, clairement, il y a une déception en tous les cas de la part du joueur, que j'ai expliqué dans le précédent podcast, où effectivement il s'attendait à plusieurs reconnaissances. Il avait fait le choix de Nantes en conscience et aussi suite à un appel de Luis Castro, et qu'il est un peu déçu. Il y a quand même un peu de friture sur la ligne ou une incompréhension entre les deux. Donc effectivement, oui, c'est une vraie déception pour Nicolas Cozza qui s'attendait quand même à autre chose en termes de temps de jeu et en termes de rôle tout simplement dans le vestiaire. Dans ta question, tu parlais de réorganisation tactique. Non, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de changement de système. Il restera en 4-3-3 avec donc un latéral gauche et un latéral droit dans une défense à 4. Oui, évidemment que ça sera Cozza, je pense, dimanche qui jouera. Faut savoir que Cozza, c'est un dossier qui faisait pas vraiment l'unanimité entre les gens à la Genolière quand il est arrivé. Pardon. Ouais. Cette saison? Non, cette saison. Alors, mais c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé à l'intersaison. C'est pas oui, à l'intersaison. À l'intersaison, non, c'est un dossier. Tout le monde n'était pas d'accord. Et là, j'ai pas vraiment le fin mot de l'histoire et j'espère l'avoir un jour. Pourquoi ils l'ont repris? Parce que certains n'étaient pas du tout convaincus par son niveau. Il y a une autre solution, c'est 111 qui peut jouer à gauche, faut pas l'oublier. Sur ses dernières entrées, mais il a été très convaincant. Il manque de rythme, il manque quand même pas mal de choses. Voilà, ça peut être une autre option, une solution. Il peut jouer à gauche, Fabien Santon. Selon l'état psychologique, de motivation de Cozza, qui peut-être déjà regarde ailleurs, qui est très déçu qu'on compte plus sur lui. Bon, c'est une option possible. La blessure de Leroux, plus largement, et Jérôme a commencé à esquisser le sujet, met-elle en avant une surexploitation des jeunes depuis le début de saison? Je vous donne quelques indications en ce qui concerne les temps de jeu de ces jeunes. Si on part des attaquants par exemple, le petit Guirassy, il a joué 593 minutes, c'est le 3e temps de jeu devant, c'est-à-dire qu'il a joué un peu moins que Mostafa Mohamed, mais à peine, qui a 626 minutes, blessure comprise effectivement, et Mathis Sabline règne sur ce classement avec 887 minutes, mais Camara, Lado, El Arabi sont derrière lui, donc Guirassy, 3e attaquant du FC Nantes. Au milieu de terrain, Louis Leroux, c'est le premier, c'est le milieu de terrain qui a le plus joué. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup joué latéral gauche, mais on le met dans la catégorie des milieux de terrain quand même, et en tout cas c'est un jeune qui a beaucoup joué. Il a plus joué que l'ensemble de l'effectif nantais. Mwanga arrive derrière avec 797 minutes, lui il a joué 927 minutes avec le FC Nantes. Louis Leroux, il est loin devant tout le monde. Tabibou a joué lui par exemple autant que Le Penant qui est blessé, ou que Kwon. Donc on a des jeunes qui sont dans le top 5 des joueurs les plus utilisés au milieu de terrain. Enfin Tati derrière, et le 3e derrière Awaziem et Kelvin Amian. Et si on met Leroux dans les défenseurs, on a 2 jeunes qui sont dans le top 4 des joueurs les plus utilisés. Est-ce qu'on surexploite les jeunes? Est-ce que ça peut expliquer aussi les petits pépins physiques comme celui de Leroux, David, ou les méformes, comme on a pu le caractériser chez Tabibou? Jérôme l'a parfaitement dit tout à l'heure. Évidemment que ces jeunes n'étaient pas programmés pour jouer autant. Et on va en parler. Je pense que c'était pas vraiment ce qui était plutôt prévu. C'était des joueurs
et on va y venir au sujet du mercato. Finalement, il y a des joueurs qui devaient jouer davantage. On pense à Radakovic avec Tati, même si je sais ils sont pas gauchers tous les deux. On pense évidemment à un joueur comme Hong qui devrait pourquoi pas jouer plus. On pense à Kodza qui a été pris et qui normalement est un titulaire en puissance, et Camara ou Lado. Donc en fait là je vous cite des recrues qui finalement ne jouent jamais, soit parce qu'elles sont blessées, soit parce qu'elles n'ont pas le niveau. Et donc les jeunes qui devaient bien rentrer, je vais te laisser la parole après, bien entrer dans la rotation. C'est intéressant quand tu parles. C'est pour ça que je vous m'écouter religieusement, mais c'est très bien parce que je dis tout en 3 minutes. Je veux bien vous écouter maintenant, mais tout est dit. Vas-y. Jean-Marcel, un petit bémol peut-être sur ce que vient de dire David, oui, qui était excellent. Bémol parce qu'ils aspiraient déjà à ça, à avoir beaucoup plus de temps de jeu et puis avoir un rôle en tous les cas dans cette saison. Donc ils l'ont. Et ce qu'il faut revenir, en fait, c'est surtout à la transition avec la saison passée, puisque si on parle de Louis Leroux et d'Emen Tabibou, ils ont fait le tournoi de Toulon avec les espoirs, avec les moins de 21 ans. Ils ont été très loin, ils ont été en finale, ils sont arrêtés le 15 juin, ils ont juste eu 3 semaines de coupure. Donc en fait, déjà, ils sont sur le rythme d'internationaux. Dans la saison d'après, qui doit être celle de la confirmation, où ils doivent en plus enchaîner avec plus de temps de jeu, leur corps, il a plutôt changé. En tous les cas, on l'a vu à Guirassy lorsqu'on l'a rencontré avec Pab avec les Presse-Océan. Pendant la trêve, il nous avait dit, lui, que sur ses premières séances, il avait du mal à tenir 30 minutes. La charge était plutôt intense dans le groupe pro. Il a été transformé physiquement, il a expliqué pourquoi. Ils ont un prépa individuel et puis des séances, en tous les cas, du staff de Luis Castro, justement pour travailler le physique. On sent qu'ils ont gagné en volume, ils ont gagné en masse musculaire aussi, en résistance, en force dans les duels. Donc, mais est-ce qu'on les surexploite? Parce que ils pètent un peu, tu vois. Guirassy s'est blessé, Leroux s'est blessé. Guirassy, c'est un peu différent, puisque lui, pour le coup, moi, si je parle de Louis Leroux, effectivement, il y a à la fois ces vacances qui ont été écourtées. Ouais. Et là, on le voit à toute proportion gardée avec ce qui se passe au PSG. Alors bon, ça a été encore amplifié, exacerbé. Mais on sent bien que lorsqu'il y a beaucoup de matchs et pas de période de repos, que ça soit physique ou mental, on court des risques. Et puis en plus, il y a une surexposition en dehors du terrain de Louis Leroux. Il est ultra sollicité par le marketing au sein du club. Il fait énormément de choses. Je parle pas pour nous les médias. Oui, c'est attention à ce que tu dis parce qu'on va nous dire. Non, je parle pas pour nous les médias. C'est la communication interne auprès des entreprises, des partenaires. Oui, c'est le symbole de cette jeunesse. Ouais. Oui, mais c'est aussi du temps de repos qu'il a pas. C'est aussi une charge mentale qu'il a pas. Et effectivement, pour lui, en tous les cas, on peut se poser la question. Sa blessure est sans doute pas anodine. En plus, dans une période où il est trimballé entre 2 postes, il peut y avoir aussi pas mal de questionnements le concernant sur son vrai poste. Donc, le temps de jeu des jeunes, messieurs, c'est aussi, David l'a dit, en raison de l'échec de certaines recrues. Je vais te lancer là-dessus. Jérôme, on a posé la question aussi sur Twitter des tops et des flops en matière de recrues, top 3 et flop 3. En top 3, on retrouve beaucoup le trio El Arabi, Mwanga et Awaziem chez nos auditeurs. Temps de jeu le plus important, oui. Oui, moi je mettrais Benatab, non pas sur ses prestations des dernières semaines, mais sur ce qu'il a pu apporter au début. Comme fraîcheur au début et qu'on aura envie de retrouver. Donc je sortirai El Arabi et je mets Benatab pour cette raison-là. Bon, c'est mon choix. Tu vas me dire ce que tu votes, cher Jérôme. Et en flop 3, ce qui ressort beaucoup, c'est Camara, c'est Hong et c'est Radakovic, évidemment, chez nos auditeurs. Thierry nous dit Radakovic, Camara et Kodza, les deux premières, Radakovic et Camara, sont des erreurs de casting. Jérôme. Alors moi, mon top 3, j'avais mis Awaziem, El Arabi et Benatab. Je te rejoignais là-dessus. Mwanga, au début, il y avait beaucoup de promesses autour de ce joueur et je trouve que, alors je sais pas s'il est mal utilisé, il est un petit peu aussi ballotté entre le milieu, la défense, mais pour l'instant, je trouve qu'il peine à donner la pleine mesure de ce qu'on peut espérer de lui. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent ici. Moi, je mets parfois un bémol sur Mwanga parce qu'on voit ses qualités techniques, son aisance et qu'il est au-dessus. Mais son exploitation est-elle optimale? J'ai un doute aussi. Voilà, moi, Mwanga, quand il était, je me rappelle d'un podcast au début ici où j'avais dit beaucoup de bien de lui. Après ses 2 premières prestations, on était content de son arrivée et tout. Bon, je pense qu'il peut montrer plus. Il est peut-être un peu victime de sa polyvalence aussi. C'est-à-dire qu'il est tellement au-dessus qu'on l'utilise partout. Il n'est pas fixé entre à un milieu poste. Le relayeur, entre défenseur central, entre sentinelle. Si on s'arrête sur la proposition de Jérôme en top, vous avez une réaction, David, Jean-Marcel, sur ces 3 joueurs qu'il retient? Jean-Marcel, oui, je vois que j'ai vu dans son œil qu'il a des choses à dire. Vas-y. Non, moi j'inverserais, je mettrais Mwanga en à la place de Benatab.
Non. Non, En 1, carrément. Ouais, voilà. Ouais. El Arabi, Awaziem. Oui, c'est original tout ça. Sur le Non, bémol. je ne mets pas dans le même ordre. Non, mais on a à peu près le même regard, donc on va jouer sur les détails. Sur le bémol que met Jérôme sur Mwanga, et tu le mets en 1, toi. Oui. C'est incontestable. Bah oui, parce qu'il il répond partout là où on le met. Après, avec sans doute des influences disparates selon les dernières prestations du FC Nantes, mais aussi parce que l'équipe tourne moins. On ne peut pas lui demander d'exister à lui tout seul. Moi, je trouve que c'est quand même la bonne pioche de ce mercato, et c'est sans doute le joueur le plus prometteur de ton effectif. Hein. Pour qu'on ait, si tu parles de l'effectif, une jauge, c'est au-dessus de Kelvin Amian ou en dessous de Kelvin Amian, mon gars, pour toi? Pour qu'on voit. Bon, pas de réponse. David? Non, mais les trois mêmes. Les trois mêmes. Et moi, je mettrais pas Benatta parce qu'effectivement, il y a eu de belles promesses. Moi, j'étais aussi emballé. On a vu des choses. On a vu des choses, mais le problème, c'est que ça fait tellement longtemps qu'on les a pas vus. Voilà, déjà, il joue peu. Quand il rentre, il est plus aussi impactant. Saignant. Donc. Pourtant, c'est une équipe qui a besoin de joueurs de rupture pour aller. Porter le danger dans la surface de réparation adverse, c'est ce qui manque à cette équipe. Mais les bons souvenirs de Benatta, j'ai l'impression qu'il faut retourner quasiment au match de Strasbourg. Je suis d'accord avec toi. Enfin voilà, c'était au mois d'août quoi. Hein. Donc, mais je pense que le FC Nantes aura besoin de son profil. Un petit Pardon, peu Monaco. On n'a pas compris, Jean-Marcel. Il y a son entrée contre Monaco. Monaco. Un petit peu Monaco aussi peut-être. Mais c'est la seule lumière sur la période automnale. Sur les flops, messieurs, alors là j'ai du monde, j'ai Lado, j'ai Camara, j'ai Hong, j'ai Kwon, Benatta pour certains, Radakovic également. Attila me dit on peut pas pousser jusqu'à 5 pour les flops. Non, il en faut 3. On a fait un flop 3, les amis. Je vous ai proposé ce que nous disait Thierry tout à l'heure. Radakovic et Camara, erreur de casting. Et lui a ajouté Koza à cette liste-là. Tiens, David, ton flop 3. Si on réfléchit bien, quel est le joueur qui a coûté le plus? Faut regarder ça aussi. Hong. C'est Hong. Pour moi, c'est le pire flop. 450 000 € il a coûté, c'est-à-dire que c'est un prêt payant. C'est ça. C'est le seul prêt payant, il me semble, de cet été. Donc, et puis, franchement, extrêmement décevant. Je me souviens, on a tous pris des renseignements quand il est arrivé. Ouais. On avait plutôt de bons échos. Il a aucune influence sur le jeu. Mais alors, franchement, il faut qu'il soit sur le terrain déjà. Oui, mais quand il est sur le terrain. Franchement, je pense que Castro ne le remet pas sur le terrain parce que c'était extrêmement décevant. Qu'est-ce que c'est que cette Il a sortie aucune influence sur le jeu. C'est un joueur qui a quand même 28-29 ans, qui a joué en Allemagne. On peut imaginer qu'il puisse un petit peu prendre le jeu à son compte. Et en fait, pas du tout, quoi. On n'a rien vu. Donc pour moi, c'est le pire. Qu'est-ce que tu veux dire? À travers cette réflexion malicieuse, il faut qu'il soit sur le terrain. C'est-à-dire qu'on lui a pas laissé assez de temps de jeu. Non, on n'est pas prêt de le voir sur le terrain. Regarde son oui, d'accord. Niveau, voilà. Oui, c'est terminé. On a vu qu'il n'avait pas le niveau et Castro le premier. C'est ce que tu nous dis. Puis je pense que psychologiquement, à mon avis, il est loin. C'est un joueur qui a déjà baissé la après, tête. il y a l'intégration. C'est pas simple. Sud-coréen, s'intégrer, je crois qu'il parle pas hyper bien. Il parle anglais. Il arrive pas de Corée du Sud. Il était en Europe déjà. C'est une autre culture. C'est toujours très compliqué. Ça veut dire qu'on s'est mal renseigné sur lui alors pour savoir s'il était mal adapté à la culture européenne. Visiblement, il était passé en Belgique. Je suis pas fou, Hong. Ça s'était plutôt bien passé, donc on pouvait imaginer que ça se passerait bien à Nantes, mais là c'est compliqué. Jérôme? Moi je suis d'accord avec nos auditeurs et malheureusement le flop 3 c'est compliqué parce qu'il y en a plus que 3 des flops et Radakovic de toute évidence on se demande ce qu'il fait là. Camara sur ce qu'on a peu vu. Ça c'est pas au niveau. Lado par rapport aux craintes qu'on avait, la blessure, il est rattrapé par les blessures, on le voit pas sur le terrain. Et Hong, on a déjà dit ce qu'on avait à dire sur lui, donc effectivement ça fait beaucoup. Ces joueurs qui sont pas au niveau, c'est parce que le FC Nantes avait pas un radis. En tout cas, les Quitans ont décidé de recruter sans sortir le chéquier, ou alors c'est parce que ces joueurs n'avaient pas la bonne connaissance de la Ligue 1 et on les a surestimés. C'est que des paris, et là il y a quelques paris gagnants dans les tops et quelques paris perdants dans les flops, et c'est assez logique. Après, on voit ceux qui performent et les satisfactions en fait sont ceux qui ont une expérience Ligue 1. C'est vrai. Manga, El Arabi, Awaziem. Voilà, les 3 ont déjà joué en Ligue 1. Donc tout est dit. Merci, échec et mat. Merci non, Jean-Marcel. On va rester là. Non, mais ça sert à rien. J'ai pas envie de parler beaucoup. Il y a souvent énormément de déchets, beaucoup de déchets dans le recrutement. On vous dira aussi que 3 sur 8, c'est peut-être pas si mal que ça, sachant que vous avez 3 quasiment titulaires sur 8. Pour 0. Regardez au Havre. C'est vrai, j'ai fait Mathieu Bonnemer en interview l'autre jour. Ouais. Je crois qu'il y a une dizaine d'arrivées et il y en a que 2. Il y a 2 titulaires, c'est Dio
et un Le souci, japonais. c'est que la prise de risque a été Un trop Japonais au forte milieu. par rapport aux besoins du FC Nantes. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'ils ont misé sur les 8 recrues, sur 5 qui connaissaient pas la Ligue 1, avec un effectif qui était déjà jeune. Et des jeunes, ouais. Ça faisait beaucoup. Trop d'exotisme pour toi. Non, j'ai pas dit trop d'exotisme. Pourquoi ? Qui ne connaissait pas la Ligue 1, exotique à la Ligue 1, je veux dire, Jean-Marcel. Non, Ouais. je dirais pas exotisme. Je ne sais pas ce mot-là que j'emploierais. C'est trop Je t'en prie. d'inexpérience Je t'en en prie. tous les cas par rapport à ce championnat où il y avait besoin, je pense, d'un peu plus de certitude par rapport à on était déjà dans une transition. C'est même pas une transition, c'était une révolution. Donc en plus, quand tu changes tout complètement, forcément, la prise de risque, elle est énorme. Tu repartais sans aucune certitude, aucune garantie. Et puis ceux sur qui tu devais manque de bol, ceux sur qui tu pensais qu'ils allaient en tous les cas servir de socle et de pilier, je pense à Francis Coquelin et Johan Le Penant, ils sont en difficulté physique. Ça Donc, change l'image de ton équipe et sans doute le jeu et peut-être même les résultats, ces deux absences conjointes. Pour terminer, parce que ce sera sans doute un dossier des prochaines semaines, mais là maintenant, vous renforcez où au mercato d'hiver en priorité à travers les contre-performances de certaines de ces recrues, Jérôme ? Moi, j'aurais tendance à renforcer derrière parce que en fait, la profondeur de banc me semble vraiment très très juste. Tu bricoles avec Louis Leroux à gauche. On a tendance à bricoler depuis le début. Mwanga qui redescend dès qu'il y a un central qui est pas là, puisque Radakovic, on lui fait donc un joueur confiance. polyvalent, quoi. Donc il faut un joueur derrière qui puisse, à mon avis, venir apporter un petit peu de nombre à cet effectif, quoi. Je pense, a priori, le club prospecte pour un défenseur central, très clairement. Peut-être un latéral gauche pour suppléer. Peut-être Kodza. que Kodza irait. Il y aura peut-être d'ailleurs ailleurs, aussi des joueurs. On va peut-être essayer de refourguer certains joueurs. Ça va pas être simple. Je pense sincèrement à des Radakovic chez Camara. Si le club peut s'en débarrasser, eh bien. Radakovic n'était pas trop partant puisque pour des questions familiales, il s'est implanté ici. Ouais. Il a fait venir. Camara, en revanche, donc, c'est plus problématique. C'est un jeune joueur. C'est vrai que ça serait si le FC Nantes peut lui trouver une porte de sortie, c'est très bien. Et peut-être un ailier si Camara s'en va, peut-être un ailier. Ça pourrait être 2 ou 3 joueurs. Avec un chéquier cette fois, parce que souvenez-vous des saisons où on empilait les joueurs moyens. Et tu te retrouves avec un effectif pléthorique, des cas particuliers à gérer, un vestiaire en difficulté parce que trop de joueurs. Là, il faut vraiment prendre meilleur que ce que tu as. En salaire, je pense que Valdemar Kita va être obligé de mettre des salaires plus importants qu'il voulait mettre peut-être avec des prêts cet été. Peut-être avec des prêts secs comme Nantes avec l'a des déjà salaires fait. importants. Voilà, après, le mercato de janvier, on n'y est pas. C'est très rare que vous fassiez de belles affaires en janvier. Il y en a eu, Lopez notamment. Il y a des bons joueurs qui sont remplaçants dans leur club et qui veulent s'exposer un peu. Renaud Aymon aussi. Il y a eu Renaud Aymon. Non, mais bon, souvenez-vous, et j'étais le premier. Il a arrêté sa carrière d'ailleurs. Qu'on salue. Souvenez-vous d'Andy Delors. Pour le coup, c'était un recrutement estampillé Ligue 1. Andy Delors et Florent Mollet. Ouais. Et j'étais le premier à dire, je trouve ce recrutement intelligent. Très emballant. C'est peut-être la seule fois où tu t'es trompé, David. C'est la seule fois. Ouais, depuis parce que je fais le qu'habituellement, podcast. t'es plutôt critique sur le recrutement. Sur ce mercato-là, je veux dire. Parce que sur les autres, c'est arrivé. Mais sur ce mercato-là, c'est la seule fois où tu t'es trompé. Ah oui, complètement. Clairement. Allez, les amis, on poursuit. Et on parle cette fois du jeu et du Castro Ball. Simon Rengoat, It West. David Filippo, Ouest France. Jérôme Jolivet, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. C'est pas du David et Jonathan, mais on va se demander si Luis Castro est au rendez-vous de ses promesses estivales. On ne grandit pas. Céline Dion. On pousse un peu touché. Si, Céline Dion. Oui, Céline Dion. Et le titre. Rêve d'un songe. Il est touché du doigt, mais on n'oublie pas. On n'oublie pas. L'enfant qui reste On n'oublie pas. Non. Mais si, je connais. C'est là. Quand on ne savait pas, on ne change On ne change pas. Bien sûr. Par contre, vous comptez trouver un chanteur, quelque chose là? Ça dort, les gars, ou quoi, là? Bien sûr. On ne change pas, Céline Dion, magnifique. L'équipe de Luis Castro a-t-elle suffisamment changé de visage depuis le début de saison? David, c'était l'objet de notre sondage qu'on va regarder ensemble. La question était, au tiers du championnat, que pensez-vous du Castro Ball? De la patte Luis Castro, entre guillemets. Et nous avions 4 propositions, David. Oui. La première, pas de différence avec Antoine Comboiré. La deuxième, c'est du Comboiré amélioré. On vous a proposé, il lui faut du temps, pour ceux qui sont patients, et il n'est pas aidé par son effectif. Les résultats? Alors, il y a eu 1700 votes et 43%, il lui faut du temps.
Donc les supporters nantais sont très patients et veulent laisser du temps à Castro. C'est important de le... 42% pas aidé par son effectif. C'est pas de sa faute. 9% c'est du AK amélioré. Et 6%, donc c'est très très peu, pas de différence avec Antoine Kombouaré. On a des contestations sur les propositions qu'on a faites. Hein. J'ai vu. Mais peu importe, on a 80% des gens qui nous disent c'est à cause de son effectif, donc il peut pas faire beaucoup mieux, ce coach, avec cet effectif. Et puis il faut du temps. Ouais, et puis il faut lui laisser du temps. Vous comprenez cette bienveillance liée au meurtrier surpassé, hein, peut-être pour les supporters nantais, au changement incessant d'entraîneur, Jérôme? Moi, je la comprends tout à fait. Oui, il faut du temps. On l'a dit en tout début de saison. Alors on sait que le temps, on en manque souvent dans la Ligue 1 avec la pression du classement, des résultats immédiats. Mais quand on a tout changé à l'intersaison de la cave au grenier avec l'entraîneur, les joueurs, on fait confiance à des jeunes qui jouaient pas à ce niveau, on change la façon de jouer de A à Z. Oui, il faut du temps, donc il faut être optimiste. Jean-Marcel. Ouais, je le trouve plutôt lucide et intelligent, mais ça m'étonne pas trop. Oh là là, les supporters brossés dans le sens ça du m'étonne. poil. Ah bon. Bah oui. Non, mais il y a que vous. Sur X, c'est souvent. Moi, je suis pas sur X. Alors, là, il se trouve que c'est un sondage qui est fait sur X, donc souvent les gens, c'est plutôt assez radical. Hein. Ouais, je trouve il faut virer. Je suis un petit peu étonné, moi, par. C'est étonnant quand même, je trouve. Non, moi, je trouve pas que c'est étonnant parce que je pense ça peut être pire en cas de changement de coach. Tout a été fait autour de Luis Castro, donc si tu enlèves Luis Castro, tu te retrouves, c'est le grand vide, c'est le chaos, quoi. C'est vrai. Donc je pense que tu as plutôt intérêt de continuer, et surtout qu'on a identifié en plus ce qui fonctionnait pas, c'est-à-dire que tu as eu un mercato défaillant qui t'a pas donné tout, en tous les cas, pour performer ou pour être au rendez-vous. Donc tu te dis qu'avec quelques ajustements et cette méthode-là, t'espères en tous les cas améliorer le rendement comptable. Mercato qu'il a quand même validé dans les grandes largeurs. Il a tout validé. Donc, je suis toujours un peu sceptique là-dessus, moi. Mais pourquoi parce que ça dépend. Ils ont travaillé de concert avec le responsable du recrutement. Qu'on propose, si au bout du 5e joueur qu'on te propose, ça te plaît pas et que tu finis, à un moment tu finis par dire oui, quoi. Oui, mais ça c'est le FC Nantes d'avant, et c'est ce que disait Ranieri. Il pouvait pas les avoir. Non, mais ce sont ses premiers choix à lui. Ses premiers choix. C'est sans doute pas les premiers choix. Dans le contexte économique nantais, Jean-Marcel. C'est pas ses premiers choix. Voilà. Donc en fait, tu valides déjà des choses par défaut. Oui, par défaut, parce que t'as pas d'argent. Précis. Non, mais on est précis, mais on connaît le contexte. Je suis pas sûr que ça soit. Ça va, Jean-Marcel, en ce moment, là, je te sens un peu plus sec aujourd'hui. Mais t'inquiète pas, on est là. Tu vas nous trouver aussi. Je suis pas sûr que ça soit sa situation rêvée, en fait. Ah bah non, bien sûr. Voilà. Mais enfin, il était en Ligue 2 avec Dunkerque, il est en Ligue 1 avec Nantes, il fait avec le matos. Oui, il espérait peut-être autre chose. Dédé nous dit Castro a certainement un projet de jeu intéressant et plein de bonne volonté, mais il ne peut pas faire de miracle avec cet effectif limité. Le point positif, c'est que les jeunes du club ont leur chance, mais en l'état actuel, je suis inquiet pour le maintien. Écoutez, la philosophie, les promesses de Castro, ce qu'il souhaitait faire il y a quelques semaines quand il prenait en main l'équipe en Ligue 1. Si vous regardez Dunkerque, j'aime bien un match offensif, une équipe qui joue très, très offensive, avec ballon et même sans ballon, que presse haut, que cherche le meilleur terrain adverse. J'aime bien que les joueurs sont le protagoniste, que faire un jeu que les joueurs sont le protagoniste, qu'ils sont heureux de ce qu'ils font, parce que tout le monde qui débute à jouer le foot, de petit, quand nous sommes 2, 3, 4 années, tout le monde va avec ballon. Il n'est pas un mec qui va jouer foot parce qu'il veut le courir. Et comme ça, je veux le donner pour le jour la félicité de jouer un match offensif, parce que j'aime beaucoup ça aussi. Et aussi, si je suis un supporter, quand je vais dans le stade, j'aime beaucoup les équipes qui attaquent, j'aime beaucoup les équipes qui sont offensives. Et pour ça, c'est mon façon de faire les choses. Ça donne envie quand même, hein, ça donnait discours. envie. Mais c'est pas ce qu'on a vu pour l'instant. Alors on va une équipe offensive qui attaque. On l'a vu par intermittence. Ouais. Par intermittence. Sur certains matchs et par période de match. Monaco. Voilà. On a vu un festival. Il y a une petite question, une petite musique qui monte aussi sur le jeu de Castro. Est-il adapté à la Ligue 1, ce qu'il a proposé avec Dunkerque? Et écoutez sa réponse à ce sujet. Dans tout le monde, dans tout le championnat, si tu es une équipe qui joue offensive, qui connaît bien les choses que tu fais, tu es plus proche de gagner que de perdre. Dans la Ligue 1, si tu regardes les équipes qui sont en haut, sont les équipes qui jouent bien. Après, c'est vrai que la Ligue 1, c'est beaucoup de clubs costauds, mais aussi, je fais en Ligue 2,
avec beaucoup de clubs costauds, beaucoup de budgets plus grands que moi. Et si vous regardez un peu de Ligue 2, on jouait face à face avec tout le monde. Donc il l'a fait avec Dunkerque, il le fera dans n'importe quel championnat, c'est sa philosophie, c'est ce qu'il nous dit. Thérault nous dit il faut du temps pour Luis Castro, mais il faudra aussi qu'il sache s'adapter tactiquement à la Ligue 1 et à son effectif. Son sempiternel milieu à 3 demande des qualités dont nous manquons à l'heure actuelle. Pourrait-il s'adapter ? Voilà une question que je mets en débat, si l'un d'entre vous, Jérôme, veut s'en saisir. Non, mais on voit qu'en tout cas, il prônait quand même un football où il aimait avoir plutôt la possession. On voit que c'est très compliqué pour le FC Nantes en ce moment. Si on reprend les chiffres du dernier match, alors c'est à l'extérieur, on marque un but rapidement, il y a des explications, mais on finit avec 35% de possession au Havre. On est loin des promesses du début de saison. Et sur la chiffre comboiresque face à un adversaire pour le maintien, qui n'est pas une grosse cylindrée de Ligue 1. Même si on reprend tous les matchs depuis le début de la saison, on est 16e sur la possession avec seulement 43%. Donc on voit qu'il y a sans doute des excuses, des explications, une adaptation. C'était pas le projet d'il y a quelques mois quand même. C'est pas le projet qui nous a été vendu au mois d'août. Il faut bien dire que ça, c'était le 1er juillet. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne savait pas du tout quel contour aurait son équipe, Luis Castro. Hein. Mais il n'a pas changé de discours vis-à-vis de ses joueurs. C'est toujours ce qu'il souhaite. Toujours ça. Mais actuellement, vis-à-vis de ses joueurs. Ce discours aussi clair, voilà, c'était le 1er juillet. Après, est-ce que vraiment il a eu est-ce qu'il a les moyens de ses ambitions de jeu ? C'est ce que demandent certains auditeurs. Jean-Marcel, sur ce sujet-là. On l'a déjà dit, mais il faut avoir des joueurs aussi qui soient proactifs, en confiance. Donc c'est compliqué de vouloir jouer haut, de vouloir avoir le contrôle du match lorsque tu es déjà traversé par les doutes et que tu es en manque de certitude et de repères. Donc il y a le temps qui peut faire ça. Par séquence, il y est parvenu. Malheureusement, cet effectif-là, en tous les cas, manque de constance pour plein de raisons. Et c'est ça la difficulté pour lui, c'est de trouver une forme de régularité. Et forcément, le bilan comptable aujourd'hui n'aide pas ou facilite pas cette confiance. La question derrière Jean-Marcel, c'est puisqu'avec cet effectif, c'est pas possible a priori de le réaliser, pas possible, en fait. Ou c'est difficile. Est-ce qu'il faut pas s'adapter et proposer autre chose en attendant mieux ? Il ne changera pas. Là-dessus, il l'a dit en arrivant qu'il ne changera pas. Puis s'il avait déjà dû le faire, il l'aurait déjà changé plutôt que de bricoler avec ça ne veut pas dire tout changer, c'est s'adapter aux circonstances, aux joueurs dont tu disposes. Non, je pense qu'il lui dit en tous les cas qu'il a plus de conviction et de certitude quand tu répètes les choses et que tu fais, et que en changeant, ça serait déjà aussi un effet de faiblesse et insinuer qu'il doute et qu'il n'a pas confiance dans ce qu'il fait. Là-dessus, lui, il est persuadé en tous les cas. On peut pas lui enlever ça en tous les cas. D'avoir la foi en ce qu'il fait et tant mieux d'ailleurs. S'il doit y en avoir un, c'est bien lui, parce que c'est pas les autres. Donc, c'est construit autour de lui, hein, tu l'as dit tout à l'heure. Mais lui, en tous les cas, tremble pas là-dessus. Il est convaincu que ça portera ses fruits. Donc c'est plutôt, je dirais, ça satisfaisant. Après, c'est moins d'adaptation. On peut confondre aussi parfois possession quand lui il insiste plus sur le contrôle du match. Je pense qu'il est notamment sur les différents tempos, sur la maîtrise d'une rencontre. Il dit beaucoup que sa formation a un manque de maturité, ce qui renvoie au débat précédent sur les choix des hommes à ce mercato-là, où on a bien vu que des fois il pouvait se satisfaire par exemple de bien défendre, prendre 30 centres en limitant, mais parce qu'il n'y avait aucun enjeu et il y a une forme de sérénité qui se dégage. Beaucoup de densité et peu d'occasions adverses. Donc ça, il peut s'en satisfaire, sauf que derrière, c'est bien sur 15-20 minutes. Lorsque c'est toute une mi-temps, ton équipe, elle perd le fil et elle se contente de trop peu. Elle est incapable en fait d'embrayer sur quelque chose. Ce qu'on peut lui reprocher, cette équipe-là, c'est de sortir parfois un peu de sa zone de confort et de devoir enchaîner sur autre chose. 30% de possession, c'est acceptable dans la mesure où quand tu as le ballon, tu te procures de nombreuses occasions parce que tu arrives à surprendre ton adversaire, comme tu dis, à travers des changements de rythme, des dépassements de fonction. Ce qu'il disait aussi, alors effectivement, les équipes qui ont performé en Ligue 1 l'année dernière sont celles en tous les cas qui voulaient imprimer un rythme et imprimer leur jeu, à savoir le PSG, l'OM et puis Strasbourg dans une moindre mesure en étant un peu la surprise du championnat. Mais ces équipes-là, elles ont quand même un autre effectif que celui de Nantes. Et on regarde les équipes qui ont tiré un peu leur épingle du jeu. Alors ça peut être Brest, mais parce qu'il a un effectif très, très, très Ligue 1. Et pour les autres, on l'a dit avec nos confrères du Havre, qui réalisent un bon début de saison. Eux, ils ont changé du tout au tout. C'est-à-dire qu'ils sont revenus à des fondamentaux, des choses qu'on aime peut-être moins entendre, mais qui sont sans doute peut-être plus réalistes ou moins ambitieuses.
Quelques messages de supporters et je vous fais réagir derrière sur le manque de moyens justement de Luis Castro. Benat Abigno nous dit il faut absolument que nous soyons tous unis, nous les supporters et les journalistes derrière Castro. Pour une fois qu'on nous parle de jeu, pour une fois qu'un entraîneur se met à la place des supporters, soyons patients. Lo nous dit Aka aurait fait pire avec un tel effectif, la balle est dans le camp de notre président en carton, j'espère qu'il va prendre conscience de l'urgence de recruter. Et puis Manu nous dit moi je veux bien dire qu'il n'est pas aidé par l'effectif, mais Angers ou Le Havre n'ont pas un meilleur effectif et jouent mieux au football. Quand il faut du temps, on est à 12 matchs, plus les matchs amicaux. Si encore on voyait une progression, je serais optimiste. On ne mérite, depuis le début de saison, de ne gagner aucun match. Ouais, mais Le Havre et Angers, il y a une stabilité qui est énorme depuis 2 ou 3 saisons. Stabilité de coach sur le banc, stabilité au niveau des joueurs. Bon, Le Havre, Angers a évidemment perdu le pôle, mais sinon c'est quasiment la même ossature d'équipe. Le Havre, c'est la même chose. Ils sont avec des minots devant Angers. Oui, non, mais c'est un vrai exploit. Hein. C'est un vrai exploit ce que fait le SCO en ce moment. Mais en tout cas, il y a une stabilité sur le plan défensif, par exemple à Angers et au milieu du terrain. Abdelli est toujours là. Donc ça, c'est aussi important. Faut quand même le signaler. Petite remarque par rapport à l'indulgence on parlait des tweetos sur notre sondage. Je pense qu'aussi, on part tellement de loin. Je pense que tout le monde avait hâte de tourner la page Antoine Comboiré, que les gens sont prêts à accepter, même si c'est pas extraordinaire pour l'instant Castro. Ils se disent au moins Comboiré, on en est débarrassé et partons sur autre chose, sur un autre projet qui semble sur le papier plus séduisant. Jérôme, la question qui peut se poser, c'est ça veut dire quoi? Il faut du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire combien de temps? Ça veut dire combien de temps? Ça veut dire 2 mois, 3 mois? Ça veut dire 6 mois? Ça veut dire 1 an? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que cette question-là, elle est importante. C'est la question que se pose l'Equita. Hein. Clairement, est-ce que c'est en mars ou en avril, quand t'es largué, que tu te dis c'est trop tard pour changer d'entraîneur, créer un électrochoc ou j'ai pas pris le bon... L'exemple de Dunkerque, on l'a cité plein de fois, mais quand il reprend Dunkerque, l'équipe, c'est dans une situation compliquée, les débuts sont durs, la première saison est difficile. La première demi-saison. La première demi-saison qui est très compliquée. Ensuite, il y a du recrutement et ça se met en place. Donc le temps, il peut être long en fait. C'est pas juste 2-3 mois, ça peut peut-être être plus, mais encore faut-il. J'ai quand même l'impression, j'ai l'impression que les dirigeants nantais s'inspirent un peu de ce qui s'est passé justement. Tu en parles à Dunkerque. Ça, oui. Ils veulent très clairement rétablir la situation, enfin réajuster l'effectif en janvier, et il va falloir que ça reparte en janvier-février, mais c'est à rebours. Pourquoi n'ont-ils pas mis les moyens au mois d'août? Ça, c'est une vraie bonne question. Oui. Ah oui. Oui. Pourquoi ne pas l'avoir fait cet été? Parce que le marché, je crois que c'est toi qui disais tout à l'heure, Jean-Marcel, le marché en janvier, t'as moins le temps de construire, c'est des coûts à nouveau, quoi. Oui, on était dans une période d'encore plus grosse incertitude concernant aussi les revenus, les droits télé. Après, la période économique était compliquée. Ils ont quand même fait des ventes assez importantes qui leur permettaient déjà d'assurer le train de vie de cette saison-là, parce qu'il y avait une absence de visibilité. Le but, c'était de payer la saison et de renflouer la trésorerie, parce que Valdemar avait plusieurs dizaines de millions d'euros la saison dernière. C'est le cas de tous les clubs, hein, et des clubs qui étaient quand même... l'argument financier du FC Nantes, évidemment, il a réduit de manière drastique son budget parce qu'on peut considérer qu'il était... sur un train de vie supérieur à ses réels moyens au regard du contexte économique. Ceci dit, la prise de risque, elle a été beaucoup trop forte. Enfin, ils ne pouvaient pas gagner sur tous les tableaux à ce point-là. Et ils ont réussi à gagner sur des tableaux qu'on n'attendait pas avant Nathan Zézé. Autant, c'est incroyable. Avoir l'avènement d'un Tillel Tati que toute l'Europe vient observer désormais, il y a quand même un peu de réussite aussi. Oui, non, mais après, il y a de la réussite sur ce qui se passe. C'est aussi pour ça que c'est dur de changer. C'est-à-dire que humainement, ça se passe très bien avec Luis Castro, déjà avec son effectif. Ça se passe bien avec les autres composantes du club. Il y a aussi, dans le projet, il y avait aussi une intégration des jeunes. Et là-dessus, on ne peut pas le nier que c'est une réussite de sa part. Donc il y a aussi des points positifs. Ce qui manque, mais ça on l'a tous identifié, c'est à peu près 2 joueurs à peu près clés qui soient, on va dire, qui auraient l'envergure ou d'un Anthony Lopez, un peu un Francisco Klein au milieu, et puis quelqu'un d'autre devant dans la rotation pour venir épauler Mathis Ablin, avec un peu d'expérience et un peu de vis pour porter un peu cet effectif-là. Messieurs, rien à ajouter. On a parlé de la jeunesse, on a fait le bilan, les tops et les flops des recrues. On a parlé philosophie de jeu, on profite de la trêve. Mais le FC Nantes va être rattrapé par la réalité comptable avec un match hyper important face à Lorient qui arrive. Simon Rengoat, It West. David Filippo, Ouest France. Jérôme Jolivet, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Le derby breton face au Merlus, c'est dimanche à 17h15. C'est
Je l'entends à Lorient tout le temps. C'est la chanson du moustoir. Du moustoir. Tu parlais. Fils de Lorient, c'est le titre. C'est Fils de Lorient. Mais qui chante? J'ai entendu ça, moi. Si, fin de soirée, c'est possible. Mais non, ça c'est pour faire chier, ça. Mais c'est pas possible. Soldat Louis, les amis. Soldat Louis. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? C'est confondre. Mais moi, au moins, je tente des choses. T'es là, t'es devant ton micro, tu dis rien. Non, mais je trouvais que t'étais revenu en forme des vacances. Tes vacances avaient fait du bien, notamment à ton cerveau. Je te trouvais plus reposé, limite. Non, je vais pas dire brillant, mais plutôt pertinent. mais alors là, c'est un crime de lèse-majesté pour toi, confondre Soldat Louis et Mieux Sec. C'est pas possible. Mais non. Certains n'ont pas reconnu Paul McCartney, on s'est fait défoncer. John Lennon. Non, je suis attristé. Après 2 rendez-vous manqués contre des concurrents directs, Metz et Le Havre, il ne faudra pas se rater face à Lorient, pire équipe du championnat à l'extérieur. On évoque d'abord l'état de forme de cet adversaire avec Baptiste Cognier, journaliste Ouest France à Lorient. Salut Baptiste. Salut à tous. Avant de parler du sportif et du 11 peut-être sur la pelouse de la Beaujoire côté Merlu dimanche, raconte-nous un peu les coulisses. Cette semaine est très agitée, tu as beaucoup bossé ces dernières heures sur le devenir du Football Club de Lorient et de son actionnariat, raconte-nous. Oui, depuis quelques temps déjà, on se doutait que la vente du club allait être officialisée. Le club et le président ont eu la bonne idée de faire ça un dimanche soir à 19h30 en pleine trêve internationale, en plein match de l'équipe de France. Donc c'est vrai que le timing a pu un peu surprendre. Donc pour rappeler le contexte, c'est Bill Foley, donc le propriétaire richissime américain de Bournemouth qui possédait déjà 40% des parts du club, donc qui rachète la totalité et qui va devenir actionnaire unique. Donc à partir de maintenant, c'est le timing de la publication peut questionner. Après, on sait que le FC Lorient va passer devant la DNCG dans les prochains jours et que la situation économique du club est très compliquée, pour ne pas dire plus, et que le FC Lorient avait tout simplement besoin d'un gros apport extérieur. Donc la vente a probablement été précipitée pour cette raison. Le FCL était en grosse difficulté et avait besoin de cet apport. Donc c'est désormais fait. Le FCL est aux mains à 100% des Américains. C'est très mal vécu par les supporters. Raconte-nous les réactions. Les Merlu Ultra, les Ultras lorientais étaient vent debout sur ce moment. Ouais, complètement. Déjà dès l'arrivée fin 2022, début 2023 de Bill Foley dans le club, même s'il était que actionnaire minoritaire à ce moment-là, les Merlu Ultra étaient contre cette multipropriété. Donc ils vont fêter leurs 30 ans là, donc je pense que ça va être à coup de banderole qui vont être en direction de cette multipropriété et de Loïc Ferry. Mais c'est vrai que les réactions sont encore très présentes sur cette crainte de cette perte d'identité, beaucoup de questionnements. Qu'est-ce que vont faire les Américains du club? Est-ce que Lorient restera le FC Lorient? Voilà, beaucoup d'incertitudes et des supporters qui sont en majorité contre cette multipropriété. Et ce que va devenir le FC Lorient, qui clairement se situe aujourd'hui derrière Bournemouth, donc ils sont pas tout en haut de la pyramide. Bournemouth aujourd'hui est clairement un club implanté en première ligue, en première partie de tableau. Clairement, la priorité de Bill Foley ira à Bournemouth. Donc c'est ce qui inquiète aussi les supporters du FC Lorient. Qu'est-ce qu'on va faire de leur club? On n'est pas dans la même configuration que de Chelsea avec Strasbourg, qui lui a un effectif pléthorique qui peut te permettre de prêter des joueurs auxquels tu n'aurais jamais accès. Et même des clubs français ne sont même pas en capacité de se faire prêter ou d'acheter ces joueurs-là. Et là, Bournemouth, ça passe réservoir de joueurs qui permettraient en tous les cas de développer le FCL. C'est vrai que la crainte, c'est que ça soit dans le sens, à sens unique, que Lorient vienne alimenter Bournemouth. Ouais, comme ils l'ont fait avec Kroupi. Avec Kroupi, il y a eu avant Dango Ouattara qui avait il y a quelques années, il avait fait une grosse demi-saison, il avait explosé et direct dès le mois de janvier, il était parti. Donc ça avait fait beaucoup jaser. Donc oui, c'est clair, comme tu le dis, Jean-Marcel, Bournemouth n'est pas Chelsea, donc on peut imaginer qu'il n'y aura pas les mêmes armes qui seront mises à disposition ici au FC Lorient par Bournemouth. Il n'y a pas que Bournemouth dans la multipropriété et Lorient, il y a d'autres clubs, un club espagnol aussi? Portugais, Moreirense.
Ouais, et un club de Auckland FC aussi en Nouvelle-Zélande. Alors pour rien de vous cacher, je ne connais pas du tout cette équipe, je ne sais pas ce que ça vaut. Morerens pareil, mais oui, il y a plusieurs clubs dans la galaxie. C'est un type de club qui aurait pu intéresser Radakovic, ça. c'est pas faux. Sur la réaction des supporters et sur Loïc Ferry, arrête-moi si je me trompe, mais c'est un retournement de veste du président qui avait, me semble-t-il, juré aux supporters que jamais Lorient serait cédé aux Américains ou à de la multipropriété. Il y a quelques années, il leur a dit ça, non ? Oui, il avait dit ça. Après, au fil des années, il avait quand même plus ou moins tâté le terrain et prévenu. Même Bill Foley, qu'on avait eu en interview dans Ouest France il y a quelques années, il avait clairement dit qu'il avait la main pour derrière pour acheter le club et Loïc avait cette option pour vendre. Donc Loïc Ferry, même depuis quelques années, a ce marqueur de 2026 en disant qu'il restera là au moins jusqu'au 2026, le centenaire du club. C'est ce qu'il va faire parce qu'il va rester président malgré tout. Après, on ne le voit pas non plus rester plus longtemps que cette saison où il aura plus du tout de pouvoir au club. Donc je pense qu'il va faire cette saison du centenaire qui lui tient à cœur. Voilà, c'est juste la vente qui a été un peu avancée, mais finalement, elle ne surprend personne. Allez, sur le terrain maintenant, puisque c'est un derby breton qui nous attend dimanche à 17h15. Lorient se présente à la Beaujoire avec la pire équipe du championnat à l'extérieur. Un petit point pris, et c'est tout. C'est 13 buts encaissés. C'est Nantes en face. 13 buts encaissés, un seul marqué. C'est ce que disait Metz aussi avant de venir à Nantes. Ouais, c'est vrai. Dans quel état d'esprit les Merlus arrivent à Nantes ? Sauf que je crois qu'il faudra bien regarder, mais je crois que le FC Nantes n'est pas un bon souvenir quand Lorient se déplace. Ça fait très longtemps que Lorient n'a pas gagné à la Beaujoire, donc c'est vrai que c'est un match qui vaut très cher. Et comme vous l'avez dit, Lorient à l'extérieur, c'est catastrophique. Un seul point, là, il reste sur 6 matchs sans victoire. Et pour aller un peu plus loin, ils ont eu 2 victoires cette saison face à Rennes qui était à 9 et Monaco à 10. Donc ils n'ont pas gagné un match à 11 contre 11 depuis le début de saison quand même, Lorient. Donc on en est là, et le rythme des 6 derniers matchs, c'est défaite à l'extérieur, match nul à domicile. Donc clairement le rythme c'est un tout petit rythme qui sera insuffisant pour se maintenir en fin de saison. Donc on va dire que Lorient n'arrive pas avec le plein de confiance à la Beaujoire, d'autant qu'il y a l'incertitude de Laurent Abergel, le capitaine qui s'est blessé contre Toulouse et qui devrait être ménagé face à Nantes pour ne pas prendre de risques. Donc voilà, on a une équipe qui est en difficulté et clairement en manque de confiance sur le plan offensif, et qui derrière enchaîne les boulettes avec de nombreux pénaltys concédés, des joueurs qui ne jouent pas à leur place. Donc voilà, en fait, il y a un peu des trous dans la raquette à tous les postes. Donc c'est un Lorient un petit peu malade qui viendra à la Beaujoire. Est-ce que tu dirais que le Lorient de cette saison est plus faible finalement que celui de la saison dernière en Ligue 2, avec notamment la perte d'Eli Junior Croupier? Ouais, clairement, on l'a dit et répété. Pour moi, ce FCL est moins fort que l'année dernière. Junior Croupier n'a pas été remplacé. En début de saison, c'est quand même Sambou Soumano qui était titulaire en Ligue 1 alors qu'il était remplaçant en Ligue 2 la saison dernière. En charnière centrale, Julien Laporte, on a beau dire que Julien Laporte n'est pas forcément toujours fiable, mais ça reste un cadre et il n'a pas été remplacé, ou alors il a été remplacé par un Bamo Meïté qui est complètement transparent. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des défenseurs comme Igor Silva ou Darlin Yongwa en défense centrale, alors qu'ils jouent habituellement sur les ailes. On a des recrues qui sont blessés. Un joueur Sanoussi, un petit ailier anglais qui est arrivé blessé. Abdoulaye Faye, défenseur central prêté par Leverkusen, qui est blessé pour plusieurs mois. Bref, le mercato n'a pas été satisfaisant. On a clairement un effectif. Il y a aussi Julien Ponceau qui est parti, qui était très important la saison dernière. Donc ça fait plusieurs départs non compensés, et pour moi un effectif qui sur le papier est plus faible que la saison passée en Ligue 2. Ouais. Le tableau que tu nous dépeins est très sombre, très noir. Est-ce que malgré tout il y a quelques satisfactions depuis le début de saison dans cet effectif, et de quoi les Nantais ou de qui plutôt vont-ils devoir se méfier? La grosse satisfaction, c'est une recrue, c'est Arsène Kouassi, le petit piston gauche qui arrive d'Ajaccio pour 1,2 million, qui aujourd'hui est déjà suivi par de
nombreux clubs. Donc je pense que le jour où il partira, et c'est possible en fin de saison, ça sera x20 peut-être pour le FC Lorient s'il y a une offre qui arrive d'Angleterre. Donc c'est vraiment lui un petit piston gauche très virevoltant, vraiment très dangereux, très intéressant offensivement. C'est vraiment l'une des armes du côté FC Lorient cette saison. Ouais. J'ai retrouvé. Après, je dépeins un tableau très très noir, mais on n'est quand même pas sur le même FC Lorient qu'il y a 2 ans où ils avaient vécu une saison catastrophique, où pour le coup il y avait eu, on se rappelle, Benjamin Mendy, Bakayoko, et il y avait un état d'esprit et une ambiance dans le groupe qui était vraiment délétère. Cette saison, le groupe sait qu'il est plus faible. Tout le monde sait qu'il va devoir se battre pour le maintien et on sent vraiment un état d'esprit positif et le FCL se sortira grâce à ça. Et je pense que aujourd'hui l'état d'esprit est bon, l'entente dans le groupe est très bonne et c'est ce qui fait peut-être que le FC Lorient s'en sortira. En tout cas, c'est grâce à ça. J'ai retrouvé trace de la dernière victoire lorientaise en Ligue 1 à la Beaujoire. C'était en 2006-2007, 2-0. Il y avait Fabien Barthez dans le but nantais à l'époque, souvenez-vous. Wow. Mauro Seto, Guillaume Norbert, Alioum Saïdou, Bokunjika, Denis Solietch devant, avec Luigi Pieroni, et Nantes avait fini dernier de Ligue 1 cette saison-là. Évidemment, avec les noms que je viens de citer, merci, ça rappellera Simon. Des souvenirs aux anciens. Mais c'est vrai que ça remonte, tu as raison, Baptiste. Ça fait 20 ans, 2007, ouais, ça fait 18 ans. On aime la précision, Jean-Marcel. 2006. Non, 2007. Pardon, excuse-moi, t'as dit 2006. Saison 2006-2007, c'était en janvier 2007. Je t'entends mal. On aime la précision, Jean-Marcel. Bien, pour l'anecdote, Baptiste nous a parlé de Kouassi. Oui. Kouassi, c'est un joueur qui a été suivi, qui l'est moins maintenant puisqu'il a signé à Lorient cet été. Il était suivi par le FC Nantes. Antoine Comboiré n'en voulait pas. Il l'aimait pas. Voilà. Il y a quelques mois. Non, c'est un peu plus compliqué et après, c'était un peu cher. Lorient a payé pour ce joueur. Oui, parce que tu aurais pu attendre le dépôt de bilan d'Ajaccio pour le prendre, mais forcément, il fallait l'acheter avant pour enflouer les caisses d'Ajaccio en espérant sauver. Et le FC Nantes ne voulait pas forcément payer. Ça, c'était l'été dernier. Mais ça fait un moment, en tout cas, que le club suit ce joueur. Oui. Et comme quoi, moi, j'aime beaucoup aussi. Des fois, vaut mieux mettre une petite somme qu'essayer de faire des recrutements à zéro tout le temps. Voilà. Surtout quand c'est des sommes. Là, on savait qu'en tous les cas, lui. La culbute aurait été intéressante. Tu connais en matière de culbute. Bien sûr, Jean-Marcel. Et je pense que ce qui a joué en faveur de Lorient aussi, c'est la présence d'Olivier Pantaloni, qui connaît très bien depuis Ajaccio. Voilà. Donc, et je pense que c'est vraiment le joli coup du FCL de cet été. Je crois que son agent est corse, l'agent de Kouassi également. Donc ça a pu jouer aussi avec Pantaloni, forcément. Merci beaucoup, Baptiste. On te retrouve à la Beaujoire. Tu y seras ou pas ? Je n'y serai pas, je serai devant ma télé pour regarder ça. T'es pas obligé de t'infuser ça. Avec des popcorn pour profiter du spectacle. Faire autre chose, évidemment. Merci Baptiste Connu. Merci, bonne émission à tous. Dans Ouest France, à Lorient, salut. Côté nantais, les amis, on a déjà grillé les jokers après le gros loupé contre Metz et puis ce nul au Havre dans les dernières secondes. Est-ce que c'est le bon adversaire pour se relancer ? On vient d'être rassuré un petit peu par Baptiste. Je crois qu'il n'y a pas de bon adversaire pour se relancer dans la période où tu es obligé de prendre des points. T'as plus le choix. Oui, mais enfin, c'est plus facile d'en prendre peut-être face à Lorient que face au Paris Saint-Germain, à Strasbourg ou à d'autres équipes. Mais c'est ce qu'on disait avant. Donc, tu as la réponse à ta question. Oh Jean-Marcel, vas-y. Non, mais il faut pas oublier que même si Lorient est sans doute la pire équipe du championnat à l'extérieur, Nantes à domicile c'est très compliqué cette année. On est à 4 défaites en 6 matchs, on perd contre Metz, enfin voilà, on n'a aucune certitude non plus. Merci d'apporter des éléments d'information plutôt que des réactions comme Jean-Marcel. J'ai pas entendu la question. Ouais, voilà. Les mecs à Ouest France, ça va. Faut que je rectifie un truc que j'ai dit, c'est pour ça. Je me méfie, sinon je vais recevoir des appels. Oui, ça arrive souvent. C'est l'agent de Pantaloni qui est corse, c'est pas l'agent de Kouassi. J'ai dit une bêtise. Voilà. Très bien. Est-ce que Nantes a grillé son joker face à Metz et face au Havre ? Oui. Oui, si tu as grillé ton joker, ça veut dire que tu n'en as plus. Une défaite contre Lorient. Elle serait désastreuse. Désastreuse à quel point, Jean-Marcel ? Elle serait désastreuse. Pour le coach, pour le club, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a pour le coach, pour le club, pour qui désastreuse ? Tu dis désastreuse. Pour l'équipe, enfin en termes de. T'as fait un AVC ou je sais pas. Non mais sans déconner, je me suis demandé. Je voyais pas. Non mais tu m'as dit comme s'il y allait avoir un séisme et un cataclysme. J'anime un petit peu l'émission. C'est vrai, j'avais oublié. D'ailleurs, toi, tu es vraiment animateur. Mais oui, ça fait pas journaliste. Ça fait tellement longtemps qu'on t'a pas eu depuis ton mois passé à la Réunion. Allez-y, monsieur Boudard. C'est vrai que tu es revenu de volcanique. Et en tous les cas, non, ça serait désastreux en termes de confiance. C'est-à-dire que là, tu joues. C'est un peu ton Metz bis, une équipe qui est, enfin c'est même pas dans ton championnat, c'est qu'elle est en dessous normalement de ton championnat, elle est quasiment programmée, regarde son début de saison pour descendre.
elle était inférieure sur le papier. Et en plus, elle arrive en plein doute, comme Metz l'était quand ça arrive. Donc, effectivement, si là, tu perds contre Lorient, t'as quand même plus beaucoup de raisons d'aller accrocher des points derrière ailleurs. Petit bémol, Metz venait de battre Lens quand même, quand ils viennent. Les Messins, je dis pas qu'ils étaient en pleine euphorie. Toi, c'est vrai que t'étais pas là à ce moment-là, David, t'étais en vacances aussi. Et je me rends compte. En fait, ça n'empêche pas de suivre Jean-Marcel, parce que t'es régulièrement en vacances aussi. Non, du tout. Genre. Et vous avez pas suivi la conf de Stéphane Maignan, par exemple, qui dit que Stéphane Maignan. Par contre, qui disait Le Mignon, mais qui disait qu'il était très intéressant. Si vous me laissez terminer. En fait, avant le match, malgré la victoire contre Lens qui leur donnait pas plus de certitude, ils se demandaient cette semaine-là et avant le match de Lens, qu'est-ce qu'ils allaient faire dans ce championnat-là. Ouais. C'est-à-dire qu'ils étaient à 2 points au classement. Ils se voyaient déjà condamnés à l'automne. Et en gros, comment tu fais ta fin de saison dans un état d'esprit où peut-être tout peut lâcher. Et au final, ils arrivent à Nantes et... Relâcher peut-être d'ailleurs un peu. En tous les cas, un peu plus, oui, parce que comme l'a dit David, ils gagnaient contre Lens, mais ils étaient quand même encore criblés de doutes. C'est-à-dire qu'ils perdaient à Nantes, ils restaient à 5 points, et il y avait un écart qui était fait sur le premier non relégable. Donc, effectivement, ils étaient dans une situation très périlleuse, Metz, quand ils sont venus. Et Nantes a eu la force et la capacité de les relancer. Ce serait désastreux, nous a dit Jean-Marcel. En termes de confiance, oui, pour tout. En termes de confiance. Et en termes de crédit, même je pense, les supporters qu'on a croisés à la Genelière et dont vous avez recueilli des témoignages sur Twitter, lorsque la séance a été ouverte au public pour nous il y a 10 jours, c'est vrai qu'il y a vraiment le match de Metz a laissé un vrai traumatisme chez tout le monde. Donc tout le monde espère une sorte de rachat pour s'accrocher et aussi pour continuer de croire en Luis Castro. On n'est pas obligé. Pour continuer de croire en Luis Castro, c'est la suite de mon propos. La défaite contre Lorient mettrait-elle Castro en danger? Non, il ne se passera rien jusqu'à la trêve de Noël, c'est ce qu'on l'a dit. Mais... Un point. Mais sauf cataclysme. Je ne dis pas qu'il se passe quelque chose, mais ça le mettrait en danger. C'est-à-dire que sans être viré immédiatement, son crédit, ça menuiserait considérablement, Jérôme. Oui, tu l'as dit, voilà, c'est une défaite contre un des rares. Vraiment, 1 point sur Metz, Le Havre, ce serait pas Lorient. Possible. On avait parlé de ce triptyque. Ce serait pas possible. Honnêtement, ça poserait question et les questions affleureraient forcément sur l'avenir à moyen terme. Ce serait, à mon avis, inévitable, puisque. Il est déjà rattrapé par l'exigence de résultats, le besoin de résultats à travers ces 2 matchs ratés. Oui, mais là, c'est même pas pour son avenir, c'est simplement pour la saison du FC Nantes en Ligue 1. C'est-à-dire que si tu te dis que tu veux corriger les choses en janvier, il faut que tu arrives quand même pas trop tard en janvier avec pas non plus trop de points de retard. Et quand tu regardes le calendrier que tu as jusqu'à avant janvier, à savoir la réception de Lorient, un déplacement à Lyon, la réception de Lens et un déplacement à Angers, on te dit que tu as intérêt de prendre quelques points. Ouais, il faut les prendre là, les points. Les travaux commencent, messieurs, on va libérer le studio. C'est l'heure de déjeuner. Donc, Exactement. On vous salue, vous qui nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux, on a des chiffres super sympas, donc continuez, on s'accroche ensemble avec le FC Nantes. Merci beaucoup David, merci Jérôme, merci. Et merci Jean-Marcel. Merci. Ça va être un bonheur ce déjeuner, je sens que t'es bien. Je sais pas si on va aller manger avec toi. Ça m'étonne pas de toi. À la semaine prochaine, salut. Sans contrôle, un podcast proposé par les rédactions d'It West, Presse Océan et Ouest France à retrouver sur toutes les plateformes.